27 mai 1942, 9h du matin. Le désert libyen tremble sous les chenilles des chars italiens. Le général de Stéphanis observe Bir Hakeim à travers ses jumelles. Une position isolée, 3700 Français. Pas de renfort possible, pas de ligne de retraite, juste du sable, des rochers et des hommes piégés. Rommel lui-même a donné l'ordre la veille. L'Africa Corps a contourné la ligne britannique par le sud pendant la nuit du 26 mai. Maintenant, cette petite garnison française bloque sa route de ravitaillement. Une épine dans le pied du renard du désert. Le plan est simple. La division blindée Harriet écrasera Bir Hakeim en 15 minutes. Peut-être 30 si les Français résistent. De Stéphanis fait signe. À 9h30, 70 chars M13-40 avancent en 2 vagues. Les bersagliers italiens suivent dans leurs camions, prêts à nettoyer ce qui restera. C'est une formalité. Les Français viennent de perdre leur patrie il y a 2 ans. Ils sont isolés, encerclés, sans espoir. Ils vont se rendre. Les premiers obus français explosent à 9h35. L'artillerie du 1er régiment d'artillerie des forces françaises libres ouvre le feu. Un déluge de 60 mm frappe les camions des bersagliers. Les tirailleurs italiens sautent, tentent de courir, tombent sous le barrage. Les chars continuent seuls, accélérant vers le champ de mines. 6 M13-40 perçant les lignes. Ils roulent à l'intérieur de la position française. Victoire? Non. Le sergent Walter Grant ajuste ses canons de 75 mm, tire direct, à bout portant. Les 6 chars explosent l'un après l'autre. Les équipages qui survivent sortent, les mains levées. À 10h30, c'est terminé. 1 heure de combat. 33 chars italiens détruits ou immobilisés. 91 prisonniers. La division Harriet recule. Rommel reçoit le rapport. Impossible. Ces Français auraient dû se rendre. 28 mai 1942. Rommel ne peut pas croire ce qu'il voit sur les cartes. Bir Hakeim tient toujours. Pire encore, les Français harcèlent ces convois de ravitaillement. Chaque camion qui tente de rejoindre les Panzers au nord doit contourner cette position maudite. Ces colonnes perdent des heures. Ces lignes de communication sont vulnérables. Cette garnison française, qu'ils pensaient éliminer en une matinée, devient le problème stratégique majeur de toute son offensive. L'encerclement se referme. Les divisions allemandes et italiennes encerclent complètement la position. Le général Koenig et ses 3700 hommes sont isolés. Pas de retraite possible. Les Britanniques combattent leur propre bataille au nord. La première brigade française libre est seule. Le 2 juin, 2 officiers italiens marchent vers les lignes françaises, drapeau blanc à la main. Ils arrivent devant les positions du 2e bataillon à 10h30. L'ultimatum est simple. Rendez-vous immédiatement ou mourrez. Le général Koenig lit le message. Il regarde les 2 officiers. Sa réponse est claire, non. Rommel répond avec du fer et du feu. L'artillerie lourde commence le pilonnage systématique. Canon de 105 km, canon de 150 mm, canon de 220 mm. Les obus tombent sans interruption sur la position française. Les tranchées s'effondrent. Les bunkers tremblent. La terre explose en geyser noir. Les hommes se terrent dans leurs abris, attendant que chaque salve passe. Les Stuka arrivent par vagues. Les Junkers, Ju-87, plongent en hurlant, leurs sirènes déchirant l'air du désert. Les bombes frappent les dépôts de munitions, les postes de commandement, les positions d'artillerie. 20 sorties, puis 30. Les bombardiers allemands reviennent encore et encore, déversant 1400 charges explosives sur les défenseurs français. Le 3 juin, un autre ultimatum. Rommel lui-même signe le message. Le ton est plus dur. Rendez-vous maintenant ou affrontez l'anéantissement total. Koenig refuse à nouveau. Le duel d'artillerie devient apocalyptique. Du 2 au 10 juin, plus de 40 000 obus de gros calibre s'abattent sur Bir Hakeim. Les Allemands tirent sans arrêt. Les Italiens ajoutent
leur propre batterie. Le tonnerre ne s'arrête jamais. Mais les Français ripostent. Le 1er régiment d'artillerie des forces françaises libres refuse de se taire. Les canons de 75 continuent de cracher. 42 000 obus sortent des tubes français. Ils frappent les concentrations ennemies. Ils brisent les attaques d'infanterie. Ils forcent les panzers à maintenir leur distance. Les conditions deviennent insupportables. La chaleur du désert dépasse 50 degrés Celsius dans les tranchées. Le vent de sable réduit la visibilité à 3 mètres. Les hommes ne peuvent pas voir l'ennemi qui approche. L'eau commence à manquer. Les rations diminuent. Les blessés s'accumulent dans les postes de secours souterrains, sans morphine suffisante, sans possibilité d'évacuation. Le 5 juin, un 3e ultimatum. Rommel est furieux maintenant. Cette position devait tomber en quelques heures. Cela fait 9 jours. 9 jours que ses meilleures divisions sont bloquées ici. 9 jours de retard sur son calendrier. 9 jours que les Britanniques gagnent pour se réorganiser. Koenig refuse pour la 3e fois. Ses hommes tiennent. Les légionnaires, les tirailleurs, les fusiliers marins, tous tiennent. Ils ne partiront pas. Rommel prend une décision. Il viendra lui-même à Bir Hakeim. Il dirigera personnellement l'assaut final. Il va écraser ces Français. 8 juin 1942. Le renard du désert arrive à Bir Hakeim. Erwin Rommel, le général qui a écrasé la France en 1940, le stratège qui a chassé les Britanniques à travers la Libye, descend de son véhicule de commandement. Il observe les lignes françaises à travers la fumée et la poussière. 13 jours. 13 jours que cette position aurait dû tomber. 13 jours que ces divisions piétinent ici pendant que les Britanniques se renforcent au nord. Il prend le commandement direct des troupes d'assaut. Plus de délégation, plus d'ordre à distance. Il dirigera personnellement les attaques. Il montrera à ses Français comment on brise une défense. Le 9 juin à l'aube, la 90e division légère allemande lance l'assaut depuis le sud-est. Simultanément, la division motorisée Trieste attaque depuis le nord-ouest. 2 divisions, des milliers d'hommes. L'artillerie lourde pilonne sans interruption. Les Stukas plongent encore et encore. C'est l'enfer sur terre. Les Français tiennent. Chaque bunker devient un point d'appui. Chaque tranchée, un tombeau pour les assaillants. Les légionnaires du 1er bataillon de Légion étrangère refusent de reculer. Les fusiliers marins du bataillon de fusiliers marins, commando, combattent position par position. Les tirailleurs du bataillon de marche Neve 2 maintiennent leur ligne malgré les pertes. Rommel observe depuis son poste de commandement avancé. Il a conquis la Pologne. Il a traversé la France. Il a dominé le désert libyen. Mais ces Français, ces mêmes Français qu'il a vaincus 2 ans plus tôt, refusent de céder. Le général von Mellenthin, un de ses commandants de division, notera plus tard dans son journal « Je n'ai jamais affronté, au cours de toute la guerre du désert, une défense aussi acharnée et héroïque. » Le 10 juin, Rommel concentre tout, toutes ses unités disponibles, toute son artillerie, tous ses Stukas. Il lance l'assaut final. Les panzers avancent pour soutenir l'infanterie. Les canons de 98 mm tirent en tir direct sur les bunkers français. Les sapeurs allemands avancent avec des charges explosives pour détruire les fortifications une par une. À l'intérieur du périmètre français, la situation devient critique. Les munitions diminuent dangereusement. L'eau potable est presque épuisée. Les stocks médicaux sont vides depuis 2 jours. Les blessés s'entassent dans les abris souterrains, sans morphine, beaucoup sans bandage propre. Les hommes n'ont pas dormi depuis 4 jours. Leurs yeux sont rouges de poussière et de fatigue. Leurs uniformes sont déchirés, brûlés par les explosions. Le général Koenig fait le calcul. Il a accompli sa mission.
Il a retenu Rommel pendant 14 jours. 14 jours que les Britanniques ont utilisés pour se replier vers El Alamein et établir de nouvelles défenses. 14 jours arrachés aux renards du désert. Mais maintenant, ces hommes vont mourir ici s'ils restent, tous, jusqu'au dernier. Il prend la décision la plus audacieuse de toute la bataille. Ils ne se rendront pas. Ils ne mourront pas ici. Ils vont s'échapper, en pleine nuit, à travers les lignes ennemies, à travers les champs de mines, à travers l'encerclement de 2 divisions. L'ordre circule dans les tranchées. Préparez-vous pour l'évasion. Cette nuit, 23 heures. Silence radio absolu. Pas de lumière, pas de bruit. Ils vont traverser l'impossible. Rommel ne sait pas encore qu'il a déjà perdu. Il planifie l'assaut final du 11 juin pour écraser définitivement la position. Mais les Français ne seront plus là pour le recevoir. 10 juin 1942, 23 ans. Le désert est noir, pas de lune. Juste les étoiles et le silence mortel avant l'impossible. Les sapeurs français, travaillant depuis 4 heures dans le champ de mines à l'ouest de Bir Hakeim. Ils devaient créer un couloir de 200 mètres de large. Ils n'ont réussi à dégager qu'un passage de 45 mètres. Un seul véhicule à la fois. Une seule erreur et tout explose. Le général Koenig donne les ordres finaux. Les blessés partent en premier. Les ambulances, puis les camions, avec les soldats qui peuvent encore marcher mais pas combattre. Ensuite, le reste de la garnison. 2 compagnies resteront derrière, tirant depuis les positions, créant l'illusion que la défense continue. Elles partiront en dernier, si elles peuvent. Susan Travers, une Anglaise de 32 ans, seule femme dans la Légion étrangère française, s'installe au volant du véhicule de commandement de Koenig, une Ford, blindée avec des sacs de sable. Elle sera la première à franchir les lignes. Elle guidera la colonne à travers l'enfer. 20h30, les ambulances commencent à sortir. Elles ont 75 minutes de retard. Le dégagement des mines a pris trop de temps. Chaque minute perdue augmente le risque d'être découvert. Les véhicules avancent lentement, phares éteints, moteurs étouffés autant que possible. Le silence est vital. Si les Allemands découvrent l'évasion maintenant, ce sera un massacre. 22h40. Koenig confie le commandement du fort au colonel Amilak Vari, commandant de la Légion étrangère. Les légionnaires maintiendront le feu jusqu'à la fin. Koenig monte dans sa Ford, travers des mares. La colonne principale s'ébranle derrière eux. 2700 hommes, des centaines de véhicules. Tous doivent passer par ce corridor de 45 mètres à travers les mines. 23h15. La Ford de Koenig franchit le champ de mines. Travers conduit dans l'obscurité totale, suivant les marques laissées par les sapeurs. Derrière elle, la colonne s'étire. Camions, véhicules blindés légers, ambulances, tous avançant dans le noir, priant pour ne pas dévier du chemin. 23h42. Une fusée éclairante explose au-dessus de Bir Hakeim. Les Allemands ont compris. Un camion français a heurté une mine à l'extérieur du corridor. L'explosion les a alertés. Immédiatement, d'autres fusées illuminent le ciel. Le désert devient jour. Les positions allemandes ouvrent le feu. Travers écrase l'accélérateur. La Ford bondit en avant. Les balles frappent la carrosserie. Les sacs de sable absorbent les impacts. Koenig crie des ordres à la radio. « Foncez! Ne vous arrêtez pas! Traversez !» Les véhicules français accélèrent tous en même temps, chargeant à travers les lignes ennemies. L'artillerie allemande commence à tirer. Les obus tombent au hasard dans l'obscurité. Certains frappent des véhicules français, des explosions, des cris, mais la colonne ne s'arrête pas. Les survivants contournent les épaves et continuent. Le véhicule de tête avec le guide frappe une mine, puis une deuxième, puis une troisième. Le guide est perdu. La colonne est bloquée. Les Allemands concentrent leur feu. Koenig prend la décision folle.
charger à travers les mines. Mieux mourir en avançant qu'en restant immobile. Les véhicules foncent. Certains explosent. D'autres passent miraculeusement. Le chaos est total. Fumée, flammes, explosions, cris, balles. Mais les Français continuent. Ils ne s'arrêteront pas. À 7 km au sud, la 7e brigade motorisée britannique attend avec des camions et des ambulances supplémentaires. Ils entendent les explosions. Ils voient les fusées éclairantes. Ils ne savent pas si les Français survivront. 04h30, 11 juin. Les premiers véhicules français émergent de l'obscurité, puis d'autres encore, couverts de poussière, criblés de balles, mais vivants. 2700 hommes sur 3600 ont traversé l'impossible. Ils ont échappé aux renards du désert. 11 juin 1942, 06h. Rommel entre dans Bir Hakeim. Le fort est vide, les tranchées sont abandonnées, les bunkers sont déserts. Il marche à travers les positions françaises, observant les cratères d'obus, les fortifications détruites, les débris de 15 jours de bombardement. Ses officiers fouillent chaque position. Ils trouvent 72 hommes, des blessés trop graves pour être déplacés, des morts. Mais pas de garnison, pas de prisonniers. Les Français sont partis. Le renard du désert comprend immédiatement. Ils se sont échappés, la nuit dernière. Pendant qu'il planifiait son assaut final pour ce matin, il traversait ces lignes. Il a mobilisé 2 divisions pendant 16 jours. Il a lancé des centaines de Stukas. Il a tiré 40 000 obus d'artillerie lourde. Il est venu personnellement prendre le commandement. Et ces Français, ces mêmes Français qu'il a vaincus en 1940, lui ont échappé. Les pertes sont comptées. Sur 3600 Français qui tenaient Bir Hakeim le 27 mai, 2700 ont traversé les lignes ennemies et rejoint les forces britanniques. Les Allemands et Italiens ont subi 3000 pertes pendant le siège. Plus important encore, 16 jours perdus, 16 jours que Rommel ne récupérera jamais. À 100 km au nord, les Britanniques utilisent chaque heure gagnée. Ils se replient vers El Alamein. Ils établissent de nouvelles défenses. Ils attendent des renforts d'Égypte. Chaque jour que Bir Hakeim a tenu leur donne une chance supplémentaire de survivre. Le général Auchinleck, commandant des forces britanniques au Moyen-Orient, comprend parfaitement ce qui vient de se passer. Le 12 juin, Auchinleck publie une déclaration officielle. Les Nations Unies doivent être remplies d'admiration et de gratitude envers ces troupes françaises et leur brave général Koenig. Ce n'est pas une courtoisie diplomatique, c'est une reconnaissance militaire réelle. Les Français ont sauvé la 8e armée britannique d'un désastre complet. Winston Churchill reçoit les rapports détaillés de la bataille. Le Premier ministre britannique, qui a vu la France s'effondrer en 1940, qui a assisté à l'évacuation de Dunkerque, qui a regardé la Wehrmacht défiler dans Paris, lit maintenant comment 3700 Français ont défié Rommel pendant 16 jours. Il dicte un message qui entrera dans l'histoire. La France libre a redonné honneur à la France. À Londres, le général de Gaulle comprend immédiatement la valeur de Bir Hakeim. Ce n'est pas seulement une bataille, c'est la preuve que la France libre est une force militaire crédible, que les Français peuvent combattre, que la défaite de 1940 n'était pas la fin. Il abandonne immédiatement le terme « France libre » et le remplace par « France combattante ». Les Français ne sont plus seulement libres, ils combattent, ils gagnent. Les généraux allemands, dans leurs journaux de guerre, écrivent leurs propres conclusions. Le général-major Friedrich von Mellenthin, qui a commandé une des divisions attaquant Bir Hakeim, notera plus tard « Au cours de toute la guerre du désert, nous n'avons jamais rencontré une défense aussi acharnée et héroïque. Ce n'est pas de la propagande.
C'est l'évaluation militaire professionnelle d'un officier allemand qui a combattu sur tous les fronts. Mais la vraie conséquence se révélera dans les semaines suivantes. Rommel continue son avance vers l'Égypte. Il atteint El Alamein fin juin. Mais il arrive trop tard. 2 semaines trop tard. Les Britanniques ont utilisé ce temps pour établir des défenses imprenables. L'Africa Korps, épuisé, échoue à percer. 1er juillet 1942, El Alamein, Égypte. 3 semaines après Bir Hakeim. Rommel lance son offensive contre les positions britanniques. Il arrive avec 55 chars allemands opérationnels. Seulement 55. Il devrait en avoir 200. Le reste a été détruit, endommagé ou immobilisé pendant les 16 jours perdus à Bir Hakeim. Ces divisions sont épuisées. Ces soldats n'ont pas dormi depuis des semaines. Ces lignes de ravitaillement sont étirées à la limite. Le général Auchinleck attend avec la 8e armée britannique. Il a utilisé chaque jour gagné grâce aux Français. Il a établi des lignes défensives profondes. Il a positionné son artillerie. Il a concentré ses chars. Il a fait ce que Bir Hakeim lui a permis de faire, se préparer. L'attaque de Rommel commence à 2h30 du matin. L'Africa Korps avance pendant des heures. Mais à midi, l'artillerie britannique coupe Rommel de son quartier général pendant plus de 2 heures. L'offensive allemande s'arrête, Rommel réorganise, il attaque à nouveau le lendemain. La RAF et l'artillerie britannique ripostent férocement. Les chars britanniques Grant surpassent maintenant les panzers allemands en nombre et en qualité. Le 4 juillet, Rommel écrit à sa femme « Les choses ne vont pas bien. Son armée est épuisée. La résistance alliée est trop forte. Le 5e jour de bataille, il comprend. Ses troupes sont étirées au-delà de leurs limites. Il ordonne une pause. L'offensive est terminée. Il n'a pas percé. Il ne percera jamais. La première bataille d'El Alamein se termine le 27 juillet dans une impasse sanglante. Rommel a perdu. Il n'a pas conquis l'Égypte. Il n'a pas atteint le canal de Suez. Il n'a pas coupé les approvisionnements pétroliers britanniques. Tout cela parce qu'il est arrivé trop tard. 16 jours trop tard. Les historiens militaires débattront pendant des décennies. Qu'aurait fait Rommel avec 16 jours supplémentaires? S'il avait pris Bir Hakeim en quelques heures comme prévu, aurait-il atteint El Alamein avant que les Britanniques ne soient prêts? Aurait-il percé leur défense? Aurait-il conquis l'Égypte? Les questions restent ouvertes, mais les faits sont clairs. Il n'a pas eu ces 16 jours. Les Français les lui ont volés. 3 mois plus tard, le 23 octobre 1942, le général Montgomery lance la seconde bataille d'El Alamein. Cette fois, ce sont les Britanniques qui attaquent. À 21h40, un bombardement de 4 heures frappe les positions de l'axe. Puis l'infanterie avance. 13 jours de combat brutal suivent. Le 4 novembre, l'Africa Korps se brise. Rommel ordonne la retraite. C'est la fin. L'Axe ne menacera plus jamais le Moyen-Orient. Les Allemands et les Italiens fuient à travers la Libye, puis la Tunisie. En mai 1943, toutes les forces de l'Axe en Afrique du Nord se rendent. Le rêve d'Hitler de contrôler le pétrole du Moyen-Orient est mort. Churchill dira plus tard « Avant El Alamein, nous n'avions jamais connu de victoire. Après El Alamein, nous n'avons jamais connu de défaite. Et tout a commencé à Bir Hakeim. 16 jours, 3700 hommes. Une position isolée dans le désert. Ils ont tenu contre Rommel, ils ont échappé à l'encerclement, ils ont changé le cours de la guerre. Mai 1943, Tunisie. 11 mois après, Bir Hakeim. Les dernières forces de l'Axe, en Afrique du Nord, se rendent. 240 000 soldats allemands et italiens deviennent prisonniers. L'Africa Korps n'existe plus. Rommel lui-même est parti, malade, défait, rappelé en Allemagne. Le rêve d'Hitler de conquérir le Moyen-Orient est mort dans le désert.
les historiens commencent déjà à analyser comment cela s'est produit. Comment une campagne qui semblait perdue en juin 1942 s'est transformée en victoire totale. Les réponses sont multiples. Montgomery, les renforts américains, la supériorité aérienne alliée, la logistique britannique. Mais tous les chemins remontent à un moment critique. Mai-juin 1942, Bir Hakeim, 16 jours. Si Rommel avait pris Bir Hakeim en quelques heures comme prévu, il serait arrivé à El Alamein 2 semaines plus tôt. Les Britanniques n'auraient pas été prêts. Leur défense n'aurait pas été établie. L'histoire aurait pu être différente. Le canal de Suez aurait pu tomber. Le pétrole du Moyen-Orient aurait pu alimenter la machine de guerre nazie. L'Axe aurait pu gagner en Afrique. Mais 3700 Français ont tenu. Pendant 16 jours, ils ont défié l'impossible. Ils ont changé l'équation. Ils ont volé à Rommel le temps dont il avait besoin. Ils ont donné aux Alliés la chance de survivre. Pour la France, l'impact va au-delà de la stratégie militaire. En 1940, la France était tombée en 6 semaines. Le monde entier avait vu la Wehrmacht défiler dans Paris. La fierté française était brisée. L'honneur militaire semblait perdu. Puis vint Bir Hakeim. Soudainement, les Français n'étaient là plus des vaincus. Ils étaient des combattants. Ils pouvaient se tenir contre les meilleurs soldats allemands. Ils pouvaient défier Rommel lui-même. Churchill l'avait compris immédiatement. La France libre a redonné honneur à la France. Ce n'était pas de la rhétorique diplomatique, c'était une vérité militaire. Avant Bir Hakeim, la France libre était une curiosité politique. Après Bir Hakeim, c'était une force militaire crédible. Les Alliés prenaient maintenant de Gaulle au sérieux. Les résistants en France, occupés, avaient un nouveau symbole d'espoir. La première division française libre continuerait à combattre. À El Alamein, en octobre 1942, 2 brigades françaises participèrent à la grande offensive de Montgomery. En Tunisie, en Italie, lors du débarquement en Provence, lors de la libération de Paris. Ces hommes qui avaient tenu à Bir Hakeim marcheraient jusqu'à Berlin. Aujourd'hui, plus de 80 ans plus tard, Bir Hakeim reste gravé dans la mémoire française. Une station de métro parisienne porte son nom. Des monuments commémorent les 16 jours. Les légionnaires célèbrent encore l'anniversaire chaque année, pas parce que c'était une victoire militaire totale. Bir Hakeim n'a pas détruit l'Africa Korps. Les Français se sont repliés. Techniquement, ils ont perdu la position. Mais ils ont accompli quelque chose de plus important. Ils ont prouvé que la défaite de 1940 n'était pas le dernier mot, que les soldats français pouvaient se battre, que la France n'était pas morte, que l'honneur pouvait être restauré. 16 jours dans le désert, 3700 hommes contre l'armée la plus redoutable du monde. Ils ont tenu. Ils se sont échappés. Ils ont changé l'histoire. C'est pourquoi Bir Hakeim compte. Pas seulement pour ce qui s'est passé là-bas, mais pour ce que cela a signifié pour la France. La renaissance de l'honneur, la preuve de la valeur, le moment où la France est redevenue une nation combattante. 16 jours qui ont sauvé El Alamein. 16 jours qui ont changé la guerre. 16 jours qui ont redonné sa fierté à la France.